Eh bien, bonjour à nouveau. Je vous propose de reprendre nos travaux, si vous voulez bien, pour ce grand colloque réflexion, avec encore une table ronde, des présentations cet après-midi. Notamment, on parlera de food policy, donc tout ce qui est nourriture au niveau mondial, et puis de la qualité de l'air également. Mais pour l'heure, je vous propose de faire un petit focus sur ce qui se passe à l'école polytechnique. Ça fait 225 ans que l'école polytechnique forme de grands scientifiques, de grands ingénieurs, des personnes qui sont appelées à devenir des cadres de la nation et qui vont accompagner, parfois même guider le développement technique, technologique, économique. Et aujourd'hui, le sujet du développement durable est vraiment devenu l'un des piliers de l'école polytechnique. Et pour l'illustrer, je vous propose de prendre 4 exemples. Et on va commencer avec le plus illustre de ces chercheurs. Il a fait une bonne partie de sa carrière aux États-Unis. Il a dirigé le laboratoire d'optique appliquée à l'IX. Il est aujourd'hui membre du Haut Collège de l'École polytechnique. Et surtout, il a été honoré tout récemment du prix Nobel de physique pour ses travaux sur la physique des lasers et en particulier, je prends mes notes, une méthode d'amplification d'impulsions optiques ultra courtes de haute intensité. Merci beaucoup d'accueillir, s'il vous plaît, le professeur Gérard Mauroux. Ah, je commence là. Je vous en prie. Vous avez votre... Oui, d'accord. S'installer. D'accord, merci. Oui, bien, écoutez, bonjour. Et je dois dire que c'est un honneur aussi de m'avoir invité, parce que c'est quand même une question très très importante et je suis le développement durable et je suis content d'y participer. Je dois dire que ce matin, j'ai été très très mal à l'aise. Très très mal à l'aise parce que effectivement la pollution nous envahit, etc. Ce CO2 nous envahit. Et lorsqu'on obtient le prix Nobel, il y a une chose qu'on fait, on voyage et on prend l'avion. Et je dois dire qu'avec Marcel, ma femme, qui est dans le truc, on n'arrête pas. C'est touch and go, you know. And so je pense que on doit pouvoir voir l'effet de mon prix Nobel dans la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais bon, je vais essayer de réparer ça. Alors, ce que je vais... oui, bon, là, effectivement, bon, si on parle de prix Nobel, finalement, je l'ai eu, il faut bien que je le dise, avec Donna Strickland, mon ancienne étudiante, et j'étais absolument ravi lorsque le chairman du comité Nobel pour la physique m'a annoncé que j'avais le prix Nobel, mais il m'a dit aussi, ce qui vous fera très très plaisir, je suis sûr, c'est que votre étudiante Donna Strickland le partagera avec vous. Et bien sûr, j'étais absolument ravi parce que Donna was the third woman, you know, who won the Nobel Prize. Ça, c'est quand même, pour un professeur, c'est quand même un accomplishment. Et j'encourage vraiment toutes les demoiselles à peupler tous les laboratoires de physique ici. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'avec Donna, on a donc ce prix Nobel? Je vais vous le montrer un petit peu. Alors, là, oui. Voilà. Bon, écoutez, donc, on a développé une technique, je ne vais pas la décrire parce que ça prendrait trop de temps, qui permet au laser d'acquérir des puissances absolument considérables. Mais vous allez voir, ce n'est pas les puissances qui font peur, ce n'est pas des puissances qui détruisent. Parce que le principe général, c'est qu'on produit une toute petite quantité d'énergie, mais dans un temps excessivement faible. Alors, typiquement du joule, donc, comme j'aime à le dire, quand vous prenez votre déjeuner, petit déjeuner, ben vous en prenez à peu près 1 million de joules. Mais là, on va prendre 1 joule, mais on va le délivrer en quelque chose comme femtoseconde, qui est le millionième de milliardième de seconde. Et ça fait 1 pétawatt. Pétawatt,
c'est 1000 fois la puissance de la grille mondiale électrique. Bon, donc ça c'est bien sûr, c'est quand même une valeur qui est considérable. Et je vais vous montrer quelques applications, en particulier la dernière ou l'avant-dernière, qui sera très très importante pour notre débat ici. Alors voilà, donc comme je disais, on a des lasers qui produisent le pétawatt, et ce laser-là en particulier produit 1 pétawatt. Et on a deux compagnies en France, je veux dire, qui produisent ce genre de laser. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce pétawatt, bien sûr, il y a des applications, vous allez voir, qui sont absolument insensées, pratiquement. Il faut dire que si on prend un pétawatt, donc la puissance de tout le réseau électrique mondial, et qu'on le met sur une tâche qui fait à peu près 1 micron, si on focalise ça sur 1 micron à peu près, parce que on peut pas, c'est la dimension, on est fixé par la dimension de la longueur d'onde, eh bien, on obtient bien sûr des intensités considérables, et ces intensités considérables conduisent à des pressions qui sont aussi absolument gigantesques. J'ai essayé de l'illustrer là. Ici, dans le cas présent, c'est à peu près 10-23 watts par centimètre carré, quelque chose qu'on peut faire. On peut produire des pressions de l'ordre de 10 millions de tours Eiffel sur un doigt. Bon, alors, on n'a pas encore fait l'expérience de ça. On n'a pas trouvé quelqu'un qui voulait prêter son doigt. Non, mais enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est absolument remarquable. Et une grande application de ces lasers ultra intenses, c'est l'accélération de particules. L'accélération de particules qui peut se faire sur des dimensions excessivement faibles, et on peut obtenir des accélérations qui sont énormes. Juste pour démontrer, alors là je vais, parce que on va utiliser, je vais utiliser donc cette propriété pour produire des protons. Pourquoi est-ce qu'on peut produire des protons? Parce qu'il y a beaucoup d'applications, notamment dans le médical, mais aussi dans l'environnement, et je vais vous le montrer. Donc, la production de protons, on focalise simplement le laser sur un film. Alors, le film, il a des épaisseurs nanométriques, de l'ordre de quelques nanomètres, donc c'est très faible. Et ce qui se passe, c'est que bien sûr, avec cette pression absolument de radiation phénoménale, on va pousser les électrons en avant, et on va, ces électrons, bien sûr, c'est négatif, ce groupe d'électrons donc, va accélérer ou attirer derrière lui les protons, et tout ça, c'est comme un cheval qui tire un fiacre, donc va entraîner donc, les protons qui sont derrière. Alors, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, avec ça, on peut produire des protons proches du GeV. Alors, vous me direz, bon, mais and what? Okay, oui. Alors, and what, c'est que si on veut faire ça avec des techniques traditionnelles, c'est ce genre d'instrument qu'il faut construire maintenant. Donc, ça fait partie du projet MIRA. Ça fait 600 mètres de long. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose d'extrêmement cher qu'il faut... donc, extrêmement cher, bien sûr, qui est extrêmement encombrant, etc. Donc, la possibilité de recréer ce genre de choses sur des dimensions extrêmement faibles, vraiment va changer la technologie, va changer les applications avec du laser auxquelles on peut penser. Alors, une application, là je crois, oui c'est ça. L'application, bien sûr,
dont je veux parler, c'est finalement la transmutation des déchets nucléaires. Okay. On a beaucoup parlé ce matin de la décarbonisation, etc., parce que bien sûr, le nucléaire, finalement, c'est vraiment la méthode idéale pour produire de l'énergie si on arrive, bien sûr, à se débarrasser ou à atténuer l'effet donc, des déchets. Alors il y a une méthode qui s'appelle la transmutation. La transmutation, c'est essayer donc de changer. Alors, si on part les déchets sont composés, les bad guys, hein, sont vraiment les actinides mineurs, qui sont vraiment, il y en a 4, hein, neptunium, américium, curium et plutonium. Bon, alors eux, ils ont des temps de vie vraiment considérables, hein, et c'est pour ça qu'on veut absolument les enfouir, etc. Mais par contre, si on produit des neutrons avec une certaine énergie, à ce moment-là, on peut fissionner les noyaux et disons, obtenir des produits de fission qui sont tout à fait maintenant intéressants, parce que maintenant ce gros noyau là a été transformé en 2 produits de fission qui sont beaucoup plus faibles et qui ont qui ont des temps de pas de 2 millions d'années comme le neptunium, mais de quelques dizaines de minutes. Alors bon, ça se passe pas tout ça très bien. Ça marche pas aussi bien que ça, quoi. On s'attend à ce que ça devienne pas des minutes, mais peut-être des jours ou peut-être des années, mais ça fait rien, c'est quand même un pas considérable. Et donc, si on fait ça, alors bien sûr, c'est pour ça que j'ai commencé par l'accélération de particules. Ce qu'il faut, le principe de la transmutation, c'est vraiment connu comme le loup blanc. Il n'y a pas de problème. Seulement, pour que cette transmutation se fasse de façon, bien sûr, commercialement abordable, etc., il faut que ces neutrons puissent être produits de façon commercialement intéressante. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est une très belle application, hein, de ces lasers qui sont ultra puissants, et qu'on peut produire maintenant des particules extrêmement énergétique, au moins pour faire la transmutation. Et c'est un des axes, je crois, que l'École polytechnique va pousser maintenant, essayer donc d'être le flagship de ce genre de technologie. L'autre chose aussi, mais c'est peut-être moins important dans le contexte où on est, c'est bien sûr l'élimination des débris spatiaux. On sait que depuis le Spoutnik, depuis 1957, eh bien, l'homme a créé une quantité de débris absolument considérable, hein, qui gravitent autour de la Terre. Et alors, il y en a quelques milliers qui sont gros comme une machine à laver. Et après, mais il y en a des millions qui sont de la taille du centimètre. Et tous ces produits-là, ces débris, voyagent à 10 fois la vitesse des balles les plus rapides. Donc, si vous prenez ces petits débris, ça peut vraiment endommager votre vie. Et donc, c'est quelque chose... pourquoi on s'occupe de ça? Eh bien, parce qu'on s'est occupé des déchets. Hein, parce que pour les débris, pour l'accélération, il nous faut des lasers qui aient une très bonne puissance, pas seulement une puissance crête élevée, mais une puissance moyenne, c'est-à-dire les taux de répétition élevés, et l'efficacité. Et le laser, ce n'est pas connu pour sa bonne efficacité. Hein, en général, c'est plutôt médiocre. Donc, il a fallu développer. Donc, ce que nous faisons, c'est essayer de développer ce genre de laser. Et là, je dois saluer, par exemple, Jacques Biot, qui a été, dans son mandat, qui a été extrêmement actif là, sur cette
sur ce problème-là. Et alors, juste pour vous dire, bon, depuis Sputnik, oui, on a lancé à peu près l'équivalent de 4 tours Eiffel, 28 000 tonnes de matériel dans l'espace. Et il y en a à peu près la moitié d'une tour Eiffel qui est sous forme de débris maintenant. Voilà. Et qui tourne autour de la Terre. Et donc, pour l'éliminer, on a envisagé un système, donc ça serait un laser. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, qu'on mettra en orbite et puis qui déorbiterait les débris. Et alors, on va pas les vaporiser, ça serait trop énergétiquement trop coûteux. Donc, on crée une ablation, et cette ablation sur le débris en question va conduire à un effet fusée, et va déorbiter le débris dans l'atmosphère. Et une fois qu'il est dans l'atmosphère, il va être brûlé dans l'atmosphère, comme des millions de météorites. Voilà, donc, ça c'est le type de laser qu'on est en train de développer. Jean-Christophe Chanteloup, je ne sais pas s'il est dans l'assistance, mais et donc qui est composé de fibres optiques. Alors, il y a un très grand nombre de fibres optiques qui sont bien sûr en phase, de façon à ce que toutes ces fibres optiques, en fait, ce sont des lasers à fibres. Et donc, elles sont donc toutes mises en phase de façon à ce que la résultante de l'énergie qui est produite par tous ces lasers se comporte comme un faisceau unique. Et bon, là, on a l'avantage que ça peut se refroidir, c'est beaucoup plus efficace, etc., etc. C'est toutes les bonnes qualités. Voilà, donc ça c'est ce que l'on fait à l'école polytechnique, je vous dis, enfin actuellement, transmutation des déchets, et puis aussi on s'occupe de ce problème qui est extrêmement important, qui consiste à nous débarrasser de tous ces débris qui orbitent autour de la Terre. Maintenant, alors je vais passer un petit clip, est-ce que c'est possible? Voilà, sur justement la déorbitation de débris par laser. Donc on part ici d'un événement qui s'est passé il y a quelques années où les Chinois ont voulu montrer un système antimissile. Ils ont créé beaucoup de missiles. Il faudrait baisser le son de la musique et avoir un peu plus de son de Monsieur Moreau. Merci. Allez-y, Monsieur Moreau. Ouais. Le laser Icahn est... Voilà. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous avez votre micro avec vous, c'est parfait. Tout va bien. Juste un petit mot, Monsieur Moreau, parce qu'on voit que vous allez déorbiter jusqu'à des boulons comme ça. C'est ce que vous imaginez, en principe, c'est même plus petit. C'est même plus petit que ça. Ouais. Oui, mais enfin, disons, c'est tout. Actuellement, il y a à peu près 1 million de débris qui sont en dessous du 10 cm. Voilà. Et c'est ces débris-là qu'on est intéressé. Parce que les gros débris, les très gros débris, d'abord, on peut les voir de la Terre, avec des systèmes radars. Et ensuite, quand on voit que ce satellite est menacé justement par des débris, ou même plus gros, enfin, des débris plus gros, à ce moment-là, on peut bouger le satellite. Voilà. Parfait, très bien, merci beaucoup. Monsieur Moreau, alors n'hésitez pas à poser des questions à Monsieur Moreau. Je vais les récupérer et puis on
pour une petite séance de questions-réponses juste après. Mais pour l'instant, je voudrais appeler les 3 autres personnes de l'École Polytechnique. C'est Philippe Drobinski, Bérangère Lebental et Camille Duprat. De ce côté-là. Voilà. Madame Lebental, vous venez à côté de monsieur. Madame Lebental. Camille, voilà, on est bien comme ça, on est bien installé. C'est parfait. Philippe Drobinski, on va commencer avec vous. Alors vous êtes directeur du LMD, le laboratoire de météorologie dynamique, directeur de recherche au CNRS, professeur ici même. Et avec vous, on va faire un focus sur ce qui se passe à l'X autour de ces sujets de développement durable. Et Éric Labaille avait évoqué ce sujet de Trend X qui a l'air de lui tenir à cœur. Merci Eric. Je vais directement... Je vous en prie, la scène est à vous. Exactement, parce que tant qu'à faire, autant vous en parler avec des mots et des images. Est-ce qu'il y a... Voilà. Je vais prendre l'outil qui va bien. Le climat se réchauffe. Et si ça fonctionne, l'animation qui va suivre montre l'évolution de la température moyenne annuelle dans tous les pays de la planète. Quand c'est bleu, c'est froid. Quand c'est rouge, c'est chaud. Ce que l'on voit, c'est que des années froides succèdent à des années chaudes et inversement. C'est ce que l'on appelle la variabilité climatique naturelle. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que le bleu tend à s'estomper pour laisser place à du rouge plus vif. Depuis 30 ans, le réchauffement climatique s'est considérablement accéléré. Et nul doute persiste, l'homme est responsable de ce réchauffement dont les impacts catastrophiques sur la société deviennent perceptibles. En 150 ans, le climat s'est réchauffé de 1 degré environ. Quoi qu'il arrive, nous devrions atteindre 1,5 degré d'ici environ 15 ans. Et malheureusement, vraisemblablement, nous devrions atteindre 2 degrés d'ici 30 ans. Est-ce que nous effleurerons ce seuil ou est-ce que nous le dépasserons? Tout se joue maintenant. Et dès à présent, nous devons tout mettre en œuvre pour réduire de façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Dans le secteur de l'énergie, cela signifie de réduire de 75% la teneur en carbone de l'énergie, et ceci en 30 ans. À l'échelle des politiques publiques, de la planification énergétique, c'est demain. Alors pour relever ce défi, il faut tout d'abord soutenir la recherche, parce qu'il n'y a pas de solution globale sur étagère. Il faut ensuite éduquer nos ingénieurs, nos décideurs sur les questions complexes du changement climatique et de la transition énergétique, car l'ignorance, c'est le frein à l'action. Enfin, l'urgence climatique nous impose de surtout ne pas laisser inutilement dormir nos découvertes sur des étagères. Il faut les transférer immédiatement, les déployer massivement avec l'aide des collectivités publiques et des industriels. Relever le défi du changement climatique et de la transition énergétique requiert d'adresser les questions de façon systémique, en intégrant toute leur complexité. Et pour cela, l'interdisciplinarité est au cœur de la démarche. Et c'est exactement ce que le programme Trendix vise à faire. Ce programme a commencé il y a 5 ans et réunit 10 laboratoires du centre de recherche de l'École Polytechnique. Ces laboratoires ont souhaité collaborer, travailler de façon collective dans une démarche interdisciplinaire unique, allant des sciences économiques et sociales aux sciences des matériaux et de l'ingénieur, aux mathématiques appliquées, à l'informatique, aux géosciences. Le projet Trendix s'articule autour de 3 axes. Le premier axe vise à développer des systèmes de production et de stockage de l'énergie avec une plus grande efficacité, durabilité et pour moindre coût. Le deuxième axe porte sur les bâtiments intelligents, ces nouveaux venus de la transition énergétique, qui offrent des services variés, dont par exemple réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Enfin, l'axe 3 vise à pouvoir proposer des solutions de mix énergétique compatibles avec les objectifs fixés dans les négociations internationales sur le changement climatique, et en particulier l'accord de Paris dont on a parlé largement ce matin. Et tout ça s'inscrit dans un triptyque.
qui forment l'ADN de l'école polytechnique, que sont la recherche, l'enseignement et l'innovation. Climatologues, économistes, statisticiens sont mobilisés pendant 5 ans et il y a peu de temps, ont réussi à finaliser la première version d'un modèle climat-énergie intégré qui permet justement de produire des solutions de mix énergétique dans un contexte de changement climatique. Dans l'exemple, nous revisitons le mix énergétique de l'Italie, qui a atteint, avec 6 ans d'avance, ses objectifs du paquet climat-énergie de la directive de l'Union européenne de 2009. Alors en bleu, vous avez la capacité installée du photovoltaïque en mégawatts, et les ronds orange, c'est la capacité installée en éolien. Ce que l'on peut voir, c'est qu'en Italie, on a tendance à produire de l'énergie éolienne plutôt dans le sud et étrangement à produire de l'énergie photovoltaïque dans le nord. Alors pour comprendre ce mix, nous avons réalisé 2 simulations correspondant à 2 scénarios différents. Le premier vise à réduire le risque sur le réseau, c'est-à-dire à minimiser la variabilité interrégion de la pénétration des énergies renouvelables. Et ce que l'on voit, c'est que l'éolien est toujours relativement bien distribué spatialement, mais qu'effectivement, on place les capacités de production photovoltaïque dans le nord. Et ce pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où l'on consomme le plus. Alors nous avons fait un deuxième scénario, celui qui maximise la pénétration des énergies renouvelables. Et dans ce cas, on voit également que l'éolien est toujours à peu près réparti, mais que cette fois-ci, on a tendance à plutôt produire le photovoltaïque dans le sud, là où la ressource est tout simplement la plus abondante. Donc finalement, le mix énergétique italien est suboptimal. Mais néanmoins, on peut arriver à l'interpréter comme une sorte de compromis entre ces 2 scénarios. Le soutien de mécènes industriels nous permet aussi de travailler sur la ville du futur, où le bâtiment intelligent, c'est la brique de base. Dans un premier temps, nous travaillons sur le développement, la caractérisation et l'optimisation des systèmes de production et de stockage autonomes de l'énergie. Ensuite, nous travaillons à la réalisation de bâtiments intelligents qui seront opérationnels dans 1 an. Il s'agit d'une part de l'incubateur de l'école polytechnique, le DryX Innovation Center, avec lequel nous testerons les opportunités de flexi-consommation. Le deuxième bâtiment, c'est l'Observatoire du climat, le CIRTA, qui va héberger un micro-réseau de recherche modulable et qui va servir de vitrine technologique au développement, aux innovations réalisées dans le cadre de Trendix. Le troisième bâtiment, c'est la résidence des étudiants bachelor. Avec leur consentement, le comportement énergétique des occupants sera analysé et nous permettra de déterminer des protocoles de gestion optimale du bâtiment. Un nanoréseau permet d'émuler le fonctionnement énergétique de ces bâtiments à l'échelle 1/100 et nous permet de tester des algorithmes d'optimisation pour, par exemple, minimiser l'empreinte carbone des bâtiments. Donc, comme je l'ai dit, ces bâtiments intelligents sont la brique de base d'un écoquartier, d'un démonstrateur d'écoquartier en développement en collaboration avec la mairie de Palaiseau et qui intègre de la mobilité électrique. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer des prototypes déployables dans les villes partout dans le monde. Ce projet s'appelle EcoBloc et se fait en partenariat avec 2 autres consortiums qui associent universités et territoires. Il s'agit d'une part de l'université de Berkeley avec la ville d'Auckland et d'autre part donc la ville de Ben Guerir avec l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Et ce partenariat permet de développer des solutions ou des démonstrateurs d'écoquartiers adaptés à leur environnement climatique. La génération actuelle d'étudiants est probablement la première génération à se rendre compte de l'existence du changement climatique, de la réalité du changement climatique, à comprendre que l'homme y est pour quelque chose, mais c'est aussi probablement la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. En 30 ans, 2 générations ont suffi à doubler la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et une génération porte sur ses épaules la responsabilité d'y remédier. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour former cette génération d'étudiants aux questions complexes du changement climatique et de la transition énergétique. À l'école polytechnique, cela se fait dans le cadre du cycle ingénieur et au niveau bachelor. Néanmoins, les décideurs d'aujourd'hui, c'est nous.
Et beaucoup d'entre nous n'ont pas été éduqués aux questions complexes du changement climatique et de la transition énergétique. Et il n'est pas trop tard. Vous pouvez venir vous former aux formations exécutives de l'École polytechnique sur les projets pour la transition énergétique. Alors, comme l'a dit Éric Labaille ce matin, la création de l'Institut polytechnique de Paris offre un nouvel écosystème et une opportunité unique. En doublant le potentiel de recherche et d'enseignement par rapport à TrendX, nous nous offrons la possibilité d'innover et de former aux grands enjeux des 3 piliers des politiques énergétiques, qui regroupent d'une part la diminution des émissions de gaz à effet de serre, la diminution de la consommation énergétique et l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Alors, ce dispositif unique de formation et de recherche doit aussi soutenir l'action publique par de l'expertise interdisciplinaire de premier rang. C'est ce qui va être fait, comme l'a annoncé Éric Labaille ce matin, dans le cadre du Centre interdisciplinaire Energy for Climate. Et ce centre va s'inspirer d'abord de l'expérience que nous avons acquise dans le cadre du projet TrendX, du dispositif, du réseau de partenariat international dans le cadre de l'éco-bloc, et bien sûr, et se conçoit avec les interactions fortes avec les mécènes qui soutiennent l'effort dans des actions déjà engagées et avec ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dans le futur. Alors pour conclure, je dirais que la transition énergétique, ce n'est pas l'affaire des autres. C'est l'affaire de tous et l'École polytechnique en prend sa part. Alors ce qui est très motivant à l'IX, c'est que tout est mis en œuvre pour que le triptyque recherche, enseignement, formation fonctionne avec des projets de grande envergure. Mais c'est aussi ce qu'a dit Éric Labaille, et je ne fais que répéter ces mots, c'est terrible, c'est qu'il faut passer à la vitesse supérieure pour réduire de façon drastique notre empreinte carbone. Il faut un projet ambitieux de rénovation du campus, il faut déployer des solutions de production et de stockage autonome de l'énergie, il faut favoriser la mobilité douce, électrique, le covoiturage, il faut encourager l'organisation de visioconférences et de télétravail pour éviter les déplacements. Bref, l'originalité de ces évolutions, c'est que surtout, elles mobilisent la responsabilité sociale et environnementale de l'école, avec un projet de recherche et d'enseignement ambitieux, résolument tourné vers le partenariat industriel et l'innovation. Et ça, pour moi, ça porte beaucoup de sens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe Drobinski. Oui, la Zapette va Bérangère Lebenthal, ingénieur en chef des ponts, eaux et forêts, chercheur à l'IFSTAR et au LPICM, le laboratoire de physique de l'École polytechnique et du CNRS. Vous êtes spécialiste des nanocapteurs et on va parler des nanocapteurs et de leur relation avec le développement durable avec vous. Merci pour cette introduction. Ça marche? C'est bon? J'ai beaucoup de plaisir à vous parler aujourd'hui de ce que les nanotechnologies et en particulier les nanocapteurs peuvent faire pour le développement durable. Vous l'aurez compris, depuis ce matin, on imagine maintenant la ville du futur. Et c'est une ville qui va devoir accueillir 2/3 de la population mondiale en 2050. Déjà, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Et en fait, on sait dès aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre les changements climatiques, on sait dès aujourd'hui que l'urbanisation impacte lourdement à la fois les personnes et l'environnement. Je vais prendre l'exemple de l'eau parce que Camille en parlera et j'en parlerai un peu plus loin. Déjà, aujourd'hui, une grande partie des pays de la planète souffrent de stress hydrique. Et l'impact, c'est que 700 millions de personnes dans le monde souffrent au quotidien de rareté de l'eau. Ça, c'est l'exemple de l'eau, mais je peux vous citer des chiffres aussi alarmistes dans le domaine de la qualité de l'air. On estime à 7 millions le nombre de décès prématurés par an liés à une mauvaise qualité de l'air. J'ai aussi trouvé le chiffre de 4 000 milliards de kilogrammes par an de déchets produits. Alors justement, quand on parle des déchets, est-ce que vous savez le poids dans ces déchets des objets électroniques? Aujourd'hui, c'est 0,1%. C'est en fait énorme. C'est 1 kg pour 1000, c'est un déchet électronique qui, en plus, est aujourd'hui majoritairement non recyclé. Et en fait, derrière l'intensité de la révolution numérique, dont on apprécie tous les bénéfices au quotidien, il se cache des émissions de CO2 qui sont extrêmement importantes, qui sont créées par plus de 12 milliards maintenant d'objets connectés
Et comme on est au 50e anniversaire du premier homme sur la Lune, il faut savoir que ces objets ils sont tous en moyenne 10 000 fois plus rapides que les ordinateurs Apollo qui ont envoyé l'homme sur la Lune. En fait, la question qu'on s'est posée depuis une dizaine d'années à l'IFSTAR, à l'École Polytechnique CNRS, dans l'équipe de recherche commune NACRE, c'est de promouvoir une smart sustainability, c'est-à-dire d'utiliser la révolution numérique comme un contributeur au développement durable et pas seulement que la révolution numérique soit un poids pour le développement durable. Ça se traduit comment concrètement? L'idée, c'est d'utiliser la révolution numérique pour suivre en continu et de façon dense, spatialement dense, les écosystèmes urbains et naturels. Un exemple concret pour mettre du concret derrière, vous connaissez tous AirParif. AirParif, c'est 50 à 100 stations de monitoring de la qualité de l'air en région parisienne. La question, c'est est-il possible aujourd'hui d'avoir des outils de suivi de la pollution de l'air dans toutes les crèches, écoles, lycées d'Île-de-France, à tous les carrefours? Pourquoi ça a un sens? Ça a un sens parce qu'on sait que les nuisances, que ce soit la pollution de l'air, le bruit, on sait que toutes ces nuisances, elles sont extrêmement locales. Donc on voudrait les connaître, les comprendre. Vous pourriez poser une seconde question, c'est pourquoi? À quoi ça sert d'avoir cette information? En fait, on sait, il y a des exemples dans tous les domaines, que si on sait mesurer, on sait améliorer. Et on sait préserver mieux les ressources, améliorer la qualité de vie. Et donc, en fait, on fait une prise de décision qui est tournée vers le développement durable. Alors, derrière tout ça, il y a au moins un problème majeur, c'est que les capteurs, pour réaliser ce monitoring urbain et environnemental, ils ne sont pas vraiment disponibles. En fait, il manque toute une gamme de capteurs qui soient bas coût, compacts et de grande fiabilité pour les applications qu'on cherche. Et en fait, nous, ce que nous poussons depuis une dizaine d'années, c'est l'usage des nanomatériaux pour fournir cette nouvelle génération de capteurs. Ces capteurs qu'on va appeler des nanocapteurs. Alors pourquoi? Là, vous avez un exemple d'un des nanomatériaux qu'on manipule beaucoup, c'est des nanotubes de carbone. C'est entre 2000 et 2010, j'ai trouvé une publication récente, c'est en 10 ans, 60 000 publications et brevets. Donc c'est un objet qui a attiré énormément d'attention. C'est un nanomatériau extrêmement classique. C'est un exemple de ces nanomatériaux dont on dit qu'ils auront des très fortes performances de mesure à très bas coût, qui permettront de faire des objets, des capteurs très petits avec une très faible consommation énergétique. Donc potentiellement extrêmement intéressant pour ce monitoring urbain. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé ces attentes, ces expectations, on les a transformés en un répertoire de capteurs qui sont appliqués dans des applications réelles. Donc on a amené ces technologies dans le monde réel du développement durable. Et je vais notamment par 3 classes d'applications dont vous voyez la représentation sur cette image. Notamment dans le cadre d'un Equipex qui s'appelle Sensity, on a beaucoup travaillé et on travaille toujours beaucoup sur le monitoring de la qualité de l'air. Notamment avec une spin-off de l'École Polytechnique de l'IFSTAR et du CNRS qui s'appelle Altaroad. On travaille énormément sur le monitoring des infrastructures et notamment de la route et à terme des bâtiments. Enfin, et dans le cadre de projets européens, notamment un projet Proteus et maintenant le projet Lotus, nous travaillons beaucoup au monitoring de la qualité de l'eau. Alors, après ce paysage global, je vais vous donner un exemple concret pour vous donner un sens de ce qu'on fait. Et pour ça, je vais parler des réseaux d'eau. En fait, il se développe un concept qui est celui des réseaux d'eau intelligents. Les réseaux d'eau intelligents, en fait, c'est l'idée que si on monitore les réseaux d'eau, on peut avoir une meilleure qualité d'eau et une meilleure préservation de la ressource en eau dans eau potable et puis de la qualité d'eau d'évacuation. En fait, on estime qu'il faudrait, par ville, dans une petite ville, ce serait 1000 capteurs. Les grandes mégalopoles, c'est des millions de points de mesure. En fait, quand on parle de points de mesure dans un réseau d'eau, on ne parle pas de mesurer d'une valeur, on ne parle pas de mesurer juste la température, en fait. On dit un point de mesure, il faut mesurer la température, la pression, le débit, la conductivité de l'eau, le taux de chlore, les polluants, les métaux lourds, et puis il y a différents types de métaux lourds, peut-être les nouveaux polluants. En fait, chaque point, c'est 15 paramètres, peut-être. C'est peut-être même 20 paramètres dans certaines études. En fait, l'état de l'art commercial, aujourd'hui, c'est soit des sondes monoparamètres
qui vont mesurer 1 à 2 paramètres de l'eau et à un prix qui est quand même cher, qui est entre 500 et 1 000 euros. Ou alors, c'est des sondes qui vont être multiparamètres, qui vont être des grosses sondes qui coûtent entre 5 000 et 10 000 euros pièce. Et en fait, nous, ce qu'on a développé, et ça, c'était notamment dans le cadre du projet Proteus, c'est une sonde que je vais vous montrer en live, là. Ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est un objet qui est petit, qui ressemble en fait concrètement à une sonde monoparamètre. C'est un objet qui va pouvoir se mettre dans un réseau d'eau. Donc ça, c'est un exemple d'un réseau d'eau modèle, mais on l'a aussi mis dans des réseaux d'eau réels. C'est un objet c'est un objet qui en fait ressemble à un objet monoparamètre et est capable de mesurer 9 paramètres de l'eau en même temps dans un seul objet. Alors en fait, on s'est rendu compte que l'objet qu'on avait créé dans ce projet européen, c'est un objet qui était 10 fois plus petit que l'état de l'art et en roadmap, en production industrielle, qui sera probablement 25 fois moins cher. Et ça ouvre tout un panel de possibilités. Alors en fait, la partie, je dirais, la vraie nouveauté, c'est dans cette tête de mesure, en fait, qui est encore plus petite. Et la saveur de cette histoire, en fait, c'est donc cette tête de mesure, ça ressemble à ça, parce que vous ne le voyez pas d'ici. Et en fait, vous avez une puce qui fait 1 cm² qui contient tous les capteurs. Donc sur 1 cm², on a mis une trentaine de capteurs et on a su associer à la fois des capteurs physiques à base de technologies de la microélectronique et des capteurs à base de nanomatériaux qui servent à mesurer les paramètres chimiques de l'eau. Et en plus de tout ça, pour faire parler ces capteurs, pour faire parler tous ces capteurs et envoyer l'information à l'utilisateur, on combine ces capteurs avec une puce CMOS qui permet de réaliser toutes les fonctions numériques dans un packaging qui est extrêmement compact au total. Alors, notamment, nous, ce qu'on fait spécifiquement ici, c'est le volet chimique avec des nanocapteurs, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, l'histoire, c'est que sur une surface qui fait moins d'un demi-centimètre carré, donc un demi-centimètre carré, c'est plus petit que l'ongle de votre pouce pour un ordre de grandeur, on est capable de faire 25 capteurs qui vont séparer 5 composants chimiques de l'eau. Concrètement, ça ressemble à ça. Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait une matrice de capteurs. Et sur chacun de ces capteurs, c'est une paire d'électrodes. Et sur cette paire d'électrodes, on va déposer un nanomatériau. En fait, ce qui permet de différencier 5 espèces chimiques, c'est qu'on a utilisé 5 nanomatériaux différents. La saveur de tout ça, c'est comment on a créé ces nanomatériaux. Ces nanomatériaux, on va les appeler des nanohybrides. Et en fait, on a créé une famille de nanohybrides. En fait, à la base, il y a une série de polymères conjugués, qu'on a d'ailleurs brevetés, sur laquelle on est allé greffer des sondes spécifiques aux analytes qu'on veut aller voir. Et ensuite, pour transformer ces polymères, pour les utiliser dans des capteurs, on les a associés aux nanotubes de carbone dont je vous parlais précédemment, pour former une famille de nanohybrides. Et en fait, ensuite, ce qui se pose comme question, c'est de comprendre comment ces capteurs, comment ces nanohybrides, ils sont sensibles aux espèces qu'on veut mesurer, et puis d'être capable de les manipuler de façon fiable. Et donc, du coup, on est allé faire de la recherche pour comprendre comment fonctionnaient ces matériaux. Par exemple, en dynamique moléculaire, ça ne se déclenche pas, la vidéo. Bon, tant pis, ça ne se déclenchera pas. Donc, on va aller voir en dynamique moléculaire comment notre polymère il va s'entourer autour des nanotubes. Ou encore en microscopie électronique, là, vous voyez les plans du carbone, des nanotubes de carbone, sur lesquels sont déposés le polymère. Avec cet exemple, j'espère vous avoir fait comprendre que la force de ce qu'on fait ici, c'est d'amener des objets du monde de la recherche dans les nanomatériaux, de les amener jusqu'à la vraie vie, et une vraie vie qui a du sens dans le domaine du développement durable. Je voudrais souligner que tout ça est possible parce que nous avons une équipe extrêmement pluridisciplinaire ici, et aussi de nombreux soutiens financiers, parce qu'il s'agit d'une recherche qui est extrêmement intensive en moyens. Et je vous remercie de votre attention. Alors Camille Duprat, vous êtes enseignant, chercheuse à l'École Polytechnique, au laboratoire d'hydrodynamique, et vous êtes une spécialiste des interactions entre les textiles et l'eau. Vous avez développé une magnifique innovation à mi-chemin entre le textile et l'eau. Je vous laisse nous faire découvrir ça. Merci. Oui, comme Bérangère l'a brièvement évoqué, aujourd'hui, environ 750 millions de personnes vivent dans des régions privées d'eau.
Et il existe de nombreuses régions dans lesquelles le stress hydrique est élevé. Le stress hydrique, c'est-à-dire que les ressources en eau disponibles sont insuffisantes pour subvenir aux besoins des activités humaines ou des besoins de l'environnement. Le changement climatique affecte le cycle hydrologique global. Et les élévations de température, l'élévation du niveau de la mer menacent les aquifères et la disponibilité d'eau de surface. L'ONU estime qu'en 2050, environ plus d'1 milliard de personnes, d'êtres humains, vivront dans une région privée d'eau. Et les inégalités d'accès à l'eau s'accroissent. Il est donc nécessaire aujourd'hui de développer des sources alternatives d'eau douce qui soient locales et durables. Une ressource qui est aujourd'hui pas ou peu exploitée est le brouillard. Néanmoins, il existe des régions arides dans lesquelles les précipitations sont très rares, l'accès aux eaux souterraines est complexe, mais où le brouillard est abondant. Il s'agit typiquement de régions montagneuses côtières dans lesquelles le brouillard, l'air qui se charge d'humidité au-dessus de l'océan, va s'élever et former un brouillard alors qu'il s'élève sur les montagnes. Ces régions, on les retrouve typiquement en Amérique latine, donc la côte chilienne, mais aussi au Maroc ou dans les hauts plateaux népalais, ainsi qu'en Californie. Ces régions correspondent en fait aux régions où le stress hydrique est aussi important. Alors, ces filets à brouillard ont été développés pour effectivement capturer l'eau que contient le brouillard. Comme je vous l'ai dit, le brouillard se crée alors que l'air humide s'élève sur la montagne, et pour capturer l'eau qu'il contient, il faut placer sur son chemin un obstacle. Cet obstacle, il doit être poreux, c'est-à-dire qu'il doit laisser passer le brouillard, mais il doit aussi contenir des obstacles pour capturer l'eau qu'il contient. C'est donc tourné vers des filets qui sont à la fois poreux, mais qui contiennent des fils sur lesquels, lorsque le brouillard passe au travers, l'eau qu'il contient peut impacter et être collectée. Et on obtient ainsi une source d'eau douce de bonne qualité, avec une méthode qui est simple, qui ne demande pas d'apport en énergie et peu de maintenance. Donc, tels filets ont été développés avec succès, puisqu'ils permettent de produire plusieurs centaines de litres d'eau par jour de brouillard. Et ils ont été développés pour répondre à des besoins domestiques de populations locales, mais aussi dans des projets de reforestation, puisqu'ils pallient au rôle des arbres qui, en capturant l'eau du brouillard et en la faisant ruisseler sur le sol, participent au cycle hydrologique local. Donc vous avez ici une carte qui vous montre les projets qui existent aujourd'hui et qui sont dans ces régions où le brouillard est abondant et où le stress hydrique est important. Néanmoins, ces solutions ne sont pas parfaites. Les filets qui existent aujourd'hui sont encore peu efficaces, ils sont peu fiables, peu résistants au vent, et les solutions qui ont été proposées jusqu'à présent sont très coûteuses et difficiles à mettre en place. Pour vraiment innover et optimiser la collecte de brouillard, en faire une solution viable et durable, il faut comprendre les mécanismes de collecte d'eau. Et pour cela, il faut se plonger à l'échelle du brouillard et regarder ce brouillard en détail. Donc, un brouillard, c'est un nuage qui est composé de gouttelettes, qui sont les points noirs que vous voyez sur cette vidéo. Et ces gouttelettes sont petites. Elles font leur taille est de l'ordre d'un dixième de cheveu. Notre but, elles sont portées par le vent qui les entraîne. Notre but est de les capturer. Pour cela, comme on a vu, on met un obstacle sur leur chemin. Donc ici, une grille. Et bien qu'on ne voit pas les gouttelettes de brouillard, qui sont trop petites, on voit que des gouttes apparaissent sur le filet. Ça nous dit que certaines des gouttes que contiennent le brouillard ont impacté les fils. D'autres les ont rejoints, elles ont fusionné entre elles, elles ont grandi, elles ont coalescé. Et elles finissent par s'écouler lorsqu'elles sont trop lourdes pour être portées par le filet. Je vous l'ai dit, certaines des gouttes ont impacté les fils. J'ai dit certaines, puisque attraper une goutte par un fil, ce n'est pas si simple. Et pour cela, il faut qu'on aille maintenant voir à l'échelle d'un fil de notre filet, et on va le regarder vu du dessus. Donc ce que vous voyez ici, c'est un fil du filet vu du dessus. Le vent, eh bien, tout simplement, s'écoule autour de ce filet. Les gouttes, on l'a vu, sont portées par le vent. Donc une grande partie d'entre elles eh bien, va suivre le vent et être déviée. Si l'on veut la capturer, il faut que cette goutte dévie cette trajectoire, qu'elle soit suffisamment accélérée pour venir impacter notre fibre. Ça, on peut l'observer au laboratoire en prenant un fil, en le regardant au microscope et en envoyant un brouillard de gouttes dessus. Alors, les points noirs ici, ce sont toujours les gouttelettes du brouillard. Et on voit bien qu'une grande partie de ces gouttelettes est déviée autour de la fibre. On voit tout de même qu'une certaine partie est collectée, puisque l'on voit grossir une goutte à l'avant de la fibre. On peut maintenant regarder ce qui se passe à l'échelle du filet et voir quelle est la quantité d'eau que l'on a réussi à capturer. Pour cela, nous avons monté une expérience au laboratoire où nous avons un brouillard contrôlé dans lequel on vient placer un filet modèle qui est simplement composé de fils verticaux.
Sur ces fils, on va le voir, alors il y a un peu de brouillard sur cette vidéo, mais on voit apparaître les gouttelettes sur les fils, et on voit qu'elles apparaissent, elles grandissent, elles fusionnent, puis elles finissent par tomber. Ce procédé, on peut aussi le modéliser au laboratoire. Et là, on se rend bien compte, lorsque l'on voit ces images-là, que l'obstacle sur lequel les gouttes doivent impacter, ce n'est plus vraiment le fil, mais c'est un fil couvert de gouttes. Et que la distribution de gouttes sur ce fil va jouer un rôle important dans la quantité d'eau que l'on va collecter. Et en fait, elle va même limiter la quantité d'eau que l'on peut collecter. Et on aimerait donc pouvoir s'affranchir de cette croissance de gouttes. C'est une question qui n'est pas simple, mais à laquelle il existe une solution. Et cette solution, elle consiste à utiliser des fils très simples, les mêmes fils que tout à l'heure, mais qui sont suffisamment flexibles, avec un peu de flexibilité. Lorsqu'on le place dans le brouillard, des gouttes grandissent dessus, mais très vite, elles vont être capables de former des ponts entre les fibres. Et la formation de ces ponts fait que les fibres vont se rapprocher et s'effondrer les unes sur les autres, un peu comme les poils d'un pinceau que l'on trempe dans l'eau et qui se collent les uns aux autres sous l'effet de la présence de l'eau. Ici, de la même manière, les fils vont se coller entre eux. Et si l'on est attentif, on voit qu'entre les fils, c'est ce que l'on peut voir ici, eh bien, il reste de l'eau. Finalement, nos deux fils collés l'un contre l'autre, ça consiste à obtenir une grande colonne d'eau, simplement portée par deux fils. Sur cette colonne d'eau, toutes les gouttelettes qui arrivent vont pouvoir impacter et directement fusionner ou coalescer et être effectivement drainées vers le sol. Donc, bien que l'on ne voit pas de gouttes grandir sur les fils, comme vous pouvez le constater, de l'eau coule et on arrive à collecter du brouillard. Et un tel filet est en fait beaucoup plus efficace que les filets actuels. Il est aussi très simple à mettre en œuvre, il ne s'encombre pas, il est assez résistant. Et nous avons obtenu tout ça grâce à un très simple changement de la structure du filet. Ainsi, on a vu qu'en étudiant un phénomène fondamental, qui sont les interactions entre les gouttes et les fils, on a pu extraire des mécanismes fondamentaux qui nous ont permis de produire un matériau innovant, grâce à notre connaissance des mécanismes fondamentaux. Et pour conclure, j'aimerais revenir sur le titre de ce colloque, qui est « Chercher, former et agir pour le développement durable ». Alors, chercher, la recherche, on l'a vu, et on voit qu'elle peut passer par de la recherche à la fois sur des gouttes, sur des fils, mais aussi à plus large échelle, avec la recherche que font nos collègues du laboratoire météorologie dynamique sur le brouillard. Elle passe aussi par l'action, agir, et nous avons l'intention de développer et d'implémenter ces filets à brouillard comme source d'eau douce. Mais elle passe aussi donc par la formation. Il faut former et informer. Et vu au regard de l'urgence de la situation, il est nécessaire de trouver de nouvelles formes d'information, de nouvelles formes de diffusion et de réflexion. Et c'est là une des choses que l'on développe à travers de la collaboration Arts et Sciences qui est développée à l'École Polytechnique. Et avec Anna Rewakovic et Jean-Marc Chaumas, nous avons développé plusieurs œuvres autour de la collecte de brouillard. Je vous remercie. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Camille Duprat. On a une question pour vous, Gérard Moreau. Combien coûte la technique laser pour réduire la radioactivité des déchets, plus ou moins que ce que la fission de l'atome a produit en premier lieu? Alors coûte du point de vue énergétique finalement. De toute façon, il y a deux choses qui se passent lorsqu'on veut transmuter. Il y a aussi une production d'énergie, dont je ne vais pas parler là. Qu'on peut récupérer. Qu'on pourrait récupérer, ah oui. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est, comme dit en anglais, don't be greedy. C'est, on s'occupe d'un truc, la transmutation. Déjà, si on fait la transmutation, c'est très très bien. La question, c'est combien est-ce que ça coûte énergétiquement? Parce que finalement, l'idée, c'est quand même de produire de l'énergie, pas d'en consommer. Oui, alors justement, on était en train de faire les calculs, toutes ces modélisations, etc. Ça conduit à des cours vraiment faibles par rapport aux techniques existantes. C'est-à-dire, si je voulais, par exemple, utiliser l'accélérateur que j'ai présenté, il coûte 1,5 milliard d'euros. Notre technique, bien sûr, coûte beaucoup moins cher. En plus, elle a besoin d'être industrialisée, et donc les coûts vont baisser, etc. Je crois qu'on est très compétitif. Oui. Mais ce serait à quel horizon un projet comme celui-là pour qu'il soit véritablement voilà, alors, là, je me méfie. C'est au stade de la recherche, des prototypes, il faut tester, bien sûr, etc. Bien sûr. Et puis alors, attention, il y a la sûreté aussi, il faut que ça soit safe.
Bon, c'est quand même du nucléaire, hein, donc il y a quand même des choses qu'il faut qu'on respecte. Tout ça, ça contribue à ralentir, hein, mais c'est nécessaire, bien sûr. Moi, je dirais, bon, voilà, une bonne démonstration scientifique dans les 5-10 ans, et après, bon, construction d'un prototype, etc., dans une vingtaine d'années. Hein. Je veux être absolument, c'est pas en général, je suis toujours critiqué. Là, c'est pas que je suis pas optimiste, mais il faut quand même être réaliste. Et puis, Don't be too greedy. Don't be too greedy, exactly. Très bien. Camille Duprat, comment est-ce que vous est venue cette idée là des fils qu'on va rendre assez souples pour qu'ils puissent se rapprocher l'un de l'autre et faire couler les gouttelettes très rapidement comme ça et avoir un meilleur rendement? Alors, l'interaction entre les gouttes et les fils, c'est au cœur de mon activité de recherche depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la manière dont une goutte se comportait sur 2 fils pour diverses applications. Et en réfléchissant à cette question de la collecte du brouillard, effectivement, il nous est arrivé l'idée que finalement, ce phénomène d'effondrement des fibres sous l'effet des forces capillaires pouvait avoir un effet intéressant qu'on a testé au laboratoire et qui était effectivement... Vous vous souvenez de quel moment cette idée vous est venue? S'il y avait un eureka à un moment donné, voilà, ça se construit patiemment. Et puis... Alors on peut toujours imaginer un moment eureka et on peut le trouver, on peut le dire, mais je pense que c'est peu représentatif du travail de recherche où... Je ne dirais pas qu'il y a eu un moment d'idée extraordinaire, mais c'est un ensemble de choses. Et c'est effectivement une conjoncture d'événements et de là où nous en étions dans la recherche, de ma collaboration avec Anna, de beaucoup de choses qui ont fait que cette idée a émergé à notre année. Philippe Drobinski, tout à l'heure, Eric Labaye annonçait un séminaire de 3 jours pour tous les étudiants en développement durable, un certificat de développement durable, la création du centre Energy for Climate, un plan neutralité carbone, tout ça, ça doit vous ravir. Ah oui, oui, ce sont de bonnes nouvelles. Après, c'est un chantier qu'il faut mener. Hein. Une fois qu'on promet, voilà, qu'on s'engage, il faut y arriver. Et le chemin est probablement pas juste une ligne droite, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la direction est extrêmement motivante. Sur les questions du développement durable, j'ai l'impression qu'on met le monde à l'envers, en fait, à l'école polytechnique. Jusqu'à présent, un prof enseigne, les services généraux font les constructions, font les travaux, au mieux, les élèves écoutent. Ah oui, mais sur le développement durable, oui, mais justement, moi, ça fait bientôt 20 ans que j'enseigne ici. Le comportement des élèves il y a 20 ans dans les cours sur le climat, sur la transition énergétique, n'était plus du tout les mêmes. Ils sont ici, ils sont extrêmement proactifs, ils sont là pour débattre, pour aller chercher des ressources quelque part, pour leur apporter des réponses à des questions. Et je dirais qu'ils s'en sont plus juste à écouter, à essayer de comprendre pourquoi l'équation elle donne tel ou tel résultat, mais véritablement pour essayer d'apporter des réponses à des questions qui se posent. Et lorsque je dis que c'est tout part à l'envers, c'est que là, en fait, c'est tout d'un coup presque un projet de citoyen où on va mobiliser toutes les expertises et toutes les bonnes volontés qu'il faut sur ces questions de développement durable. Le projet Renovix va exploiter tout ce que l'on fait en termes de recherche sur l'amélioration du fonctionnement des bâtiments. Alors que c'est à la base un projet de rénovation, c'est un projet, je dirais, presque immobilier. Les élèves nous challengent, ils sont venus nous voir en disant on veut plus de cours, on veut... Je veux dire, c'est rare quand même, il faut en être conscient. Des élèves qui viennent nous voir pour dire qu'ils veulent plus de cours, qu'ils veulent un certificat. Et donc ça nous amène à revisiter à la fois la façon dont on va organiser l'enseignement, mais aussi tous les projets qu'on peut faire avec eux. Ils sont beaucoup plus demandeurs de projets et de projets très pragmatiques sur ces questions. Donc tout d'un coup, on se retrouve tous presque au même niveau à essayer de conduire le bateau dans une direction et finalement la direction, c'est celle que Eric Labaye a donnée ce matin en tant que bon capitaine. Bérengère Lebenthal, vous parliez de ces capteurs, tout à fait étonnant, vous nous avez montré un exemplaire. Vous m'avez dit, ces capteurs, l'important c'est qu'ils soient transparents. Transparents, ça veut dire qu'on les voit le moins possible, qu'ils se rendent le plus invisibles possible dans le paysage, et c'est ça l'idée ?
Alors, l'intérêt n'est pas que le capteur soit nano, l'intérêt c'est que ce soit un capteur. Notamment, on parlait de bâtiments intelligents, l'intérêt c'est que le bâtiment il soit plus intelligent parce qu'il y a des capteurs et qu'il soit plus durable. L'intérêt c'est pas qu'il y ait des nanotechnologies. Et donc en fait, un des gros challenges de mon activité, mais j'ai mis du temps à le comprendre aussi en parlant de l'histoire, c'est que le but n'est pas que ce soit nano, c'est que les nanos apportent une fonction que le reste de l'écosystème ne sait pas faire. Et notamment aujourd'hui, en fait, le savoir-faire de l'industrie pour faire des capteurs, il est exceptionnel. Mais sur certains capteurs qui marchent très très bien. Et en fait, nous, on va chercher les capteurs qui aujourd'hui n'existent pas. Et en fait, il se trouve que ces capteurs, c'est souvent des capteurs environnementaux. Et donc, en fait, il y a toute une galerie de capteurs pour l'environnement qui sont vendus, mais qui ne fonctionnent pas forcément bien. Et nous, on arrive avec des solutions dont on espère qu'elles marcheront mieux. Alors, ça prend du temps, mais c'est vraiment l'idée que les nanos doivent apporter une valeur qui justifie toute la R&D qui est mise derrière pour les faire arriver sur le marché. Bon, qu'il se passe plein de choses, Alix. Bravo à tous les quatre. Merci infiniment. Philippe Robinsky, Bérangère Lemintal, Monsieur Moreau, Madame Duprat. Merci.